l'écologie scientifique. Alors je vous dis quelques mots sur ce que serait cette nouvelle agriculture que nous voyons naître de plus en plus, expérimentée. Et en France, par exemple, il y a de plus en plus de groupes de producteurs agricoles qui s'y intéressent et qui font de l'expérimentation. Et on la voit aussi, cette expérimentation, naître ça et là dans les pays en développement. Eh bien, le fondement, c'est d'exploiter beaucoup plus les fonctionnalités des écosystèmes. Alors j'en prends une qui est extrêmement complexe, qui est la productivité naturelle d'un sol. Le sol, ne l'oublions jamais, c'est la matrice de la biosphère. C'est cette mince pellicule qui sépare la roche du climat et de l'atmosphère et, finalement, de l'univers tout entier. Et cette mince pellicule de vie, nous n'y connaissons rien du tout. Pourquoi? Parce que depuis 50 ans, nous avons des engrais. Les chimistes nous ont procuré des engrais et que la science du sol a disparu des écoles d'agronomie. Je ne sais pas du tout d'ailleurs ce qu'on fait à l'école, on a fait de science du sol, peut-être pas plus qu'ailleurs. Nous avons observé qu'un sol vivant était une partie d'un grand mécanisme qui est que les plantes, lorsqu'elles poussent, fabriquent de la biomasse grâce à la photosynthèse, et peut-être pouvons-nous accélérer, amplifier le mouvement d'efficacité de la photosynthèse. Deuxièmement, que cette biomasse, une fois qu'on a retiré ce qui nous intéresse, le grain, la tige, etc., se décompose, que cette décomposition dépend de la qualité du vivant qui se trouve dans le sol, un écosystème incroyable. Il n'y a pas que les vers de terre, il n'y a pas que les collemboles, il n'y a pas que les nématodes qui peuvent être prévisibles. Il y a des millions de bactéries par gramme dont nous ne connaissons rien du tout. L'Agence spéciale des matières a décidé d'analyser le génome de ces bactéries pour comprendre finalement quelles sont les fonctionnalités qui pourraient être utilisables et améliorables. Comment est-ce que tout ça peut fabriquer de l'humus et comment peut-on améliorer la qualité de l'humus et par l'amplification de l'humus, la structuration du sol? C'est un travail qui est devant nous, puisque l'humidification précède la minéralisation qui redonne au sol des éléments minéraux nutritifs qui permettent à la plante de s'alimenter. C'est donc un très grand cycle dont nous ne connaissons pas grand-chose, qui est le cycle qui existe depuis que le monde est monde et que la science doit maintenant investiguer pour essayer d'optimiser. Faire un pilotage biologique des sols pour optimiser le fonctionnement des sols et accumuler le carbone dans les sols, puisque le carbone va devenir une des sources principales de fertilité. Il y a maintenant de nombreuses expériences qui le montrent. Autre chose, la pédologie. Dieu sait si je me suis ennuyé dans des cours de pédologie. Mais la pédologie redevient quelque chose de considérable parce que c'est la façon dont, au contact du sol et de la roche-mère, le sol se fabrique. Peut-on améliorer la vitesse de production d'un sol? Eh bien, nous inventons une nouvelle pédogénèse, et c'est un travail de recherche qui va demander une dizaine d'années, de façon à pouvoir mieux produire du sol et régénérer les sols lorsqu'il y a de l'érosion. Et puis, je prends l'exemple rapidement de l'eau. De ce que nous savons faire et que nous avons appris comme agronomes ou techniciens de l'eau, c'est que quand on manque d'eau, on fait des barrages. C'est la pire des solutions. On sait maintenant que pour retenir l'eau dans un paysage, il faut la retenir depuis l'amont jusqu'à l'aval par des dizaines et des dizaines de techniques de rétention de l'eau dans les sols, et que l'addition complexe du rôle de chaque petit élément fait que, peu à peu, le paysage reverdit. Eh bien, en France, ça devient un vrai problème, parce que les modèles climatiques montrent qu'en 2050, 2060, 2070, nous serons dans un climat général sur l'ensemble du bassin parisien équivalent à celui de Montpellier, c'est-à-dire 150 mm d'eau en moins, et par paquet en hiver, et avec une sécheresse d'été. Il va donc falloir adapter écologiquement le paysage pour retenir l'eau. Et bien sûr, je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest et d'un certain nombre de régions qui peuvent connaître des mêmes situations en pire. Donc il nous faut une ingénierie écologique de l'eau, et j'appelle les futurs historiens à devenir des ingénieurs de l'écologie du paysage, dans lesquels ils vont réfléchir au carbone, au phosphore, à la phase vivante du sol et à l'eau. Et puis il n'y a pas que ça. Si nous allons manquer de molécules, eh bien il est temps de vérifier que nous n'avons pas, parce que pour le moment nous ne savons pas encore, les possibilités de faire
cette fameuse lutte biologique ou cette fameuse lutte intégrée dont moi j'ai eu les premiers cours il y a presque une quarantaine d'années maintenant et qui n'a pas fait beaucoup de progrès, faute d'investissement de l'argent. Or, on sait de plus en plus de choses sur la nature. Je prends simplement un exemple. Quand on se promène dans la nature, nous n'avons pas l'impression de croiser un Internet des plantes qui sont des échanges par des médiateurs chimiques de messages d'une plante à l'autre, messages qui sont contenus dans leur code génétique, qui font que pratiquement, on pense maintenant, presque toutes les plantes ont des messages à se passer les unes entre les autres. Par exemple, un message classique, c'est « Oh là là, je suis agressé par un insecte brouteur. Vite, ma génomique me commande d'émettre un médiateur chimique qui va à telle autre plante, qui avertit telle autre plante, ou se déclenche génomiquement, pour des raisons génomiques, disons, entre guillemets, où se déclenche un mécanisme de résistance. Et c'est l'école normale sup de Lyon qui a mis ça au point, qui a découvert ça. On a trouvé ça parce que lorsque les gazelles en Afrique du Sud consomment le 10e acacia, elles peuvent mourir. Parce que le temps nécessaire pour arriver au 10e broutage est le temps qu'il faut, c'est le temps nécessaire pour que soit produite la protéine qui tue l'animal lorsqu'il la consomme. Si ce mécanisme existe, eh bien, il y a un futur pour l'industrie chimique, mais à condition de savoir produire ces molécules de synthèse dont on ne connaît rien du tout. Donc il faut des investissements en génomique, encore des découvertes pour comprendre quels sont tous ces messages que les plantes se passent les unes aux autres. Je passe bien sûr sur le fait que chaque proie a son prédateur, sauf qu'il y a bien sûr des prédateurs ultimes que seul l'homme peut détruire, et que toute cette extraordinaire complexité, l'un mange l'autre, ou l'un parasite l'autre, ou l'un détruit l'autre, peut être mise à profit à l'avenir pour une véritable industrie de protection phytosanitaire. Voilà, j'en termine là pour vous dire que finalement, nous étions persuadés, notre génération, avoir suffisamment de science pour faire face à la phase finale de l'accroissement démographique mondial. Il n'en est rien. Notre modèle technologique nous fiche le camp entre les doigts comme du sable. Ensuite, c'est un système polluant. Et puis notre économie, avec 20 ans d'ajustement structurel, a cassé de toute façon cette machine à faire des progrès techniques. Donc nous avons devant nous deux choses. Une nouvelle révolution technologique à inventer. Les bases, les prémices sont sur la table et nous mettons des sommes considérables pour que la recherche agronomique change de rail. Deuxièmement, nous avons à inventer une politique économique favorable à l'agriculture parce qu'il y a 600 millions d'agriculteurs extrêmement pauvres, si pauvres comme agriculteurs qui n'arrivent pas à s'alimenter suffisamment, et il y a 9 milliards de personnes. Voilà, à mon avis, un beau programme pour les futurs dystopiens. Alors, en conclusion relative, notre génération a vécu d'espoir. Et nous avions un espoir qui était relativement simple comme agronome. L'espoir des grandes surfaces du futur, des défrichages, des terres neuves, des terres nouvelles, ou de l'aventure de l'accroissement des rendements, du progrès, et nous étions tirés par cet avenir. Le problème, c'est que être tiré par l'avenir, ça crée une psychologie que nous aimons bien et que nous avons tous connue de notre génération. Le problème pour la génération qui vient, c'est que c'est une nouvelle psychologie, parce qu'ils ont tous seuls aussi besoin d'espérance. Mais il faut réinventer une espérance avec un grand nombre de contraintes. Contraintes sur la qualité de l'eau, sur la quantité de l'eau, contraintes sur les phytosanitaires, contraintes sur le climat, contraintes sur la biodiversité, contraintes sur les pollutions. Peu de problèmes à résoudre. Donc c'est une motivation qui fait qu'on est dans l'obligation d'avancer. On n'est pas tiré par quelque chose. La génération future va être poussée par quelque chose. Parce qu'il est des questions de survie derrière ça d'un certain nombre de populations. Il faut donc inventer un avenir d'adaptation, de solution à des contraintes, poussé par des nécessités. Dans un monde fini, où il va falloir gérer des ressources rares, mieux partager avec plus d'équité. Et donc il faudra inventer des racines éthiques, une morale plus profonde que celle que nous avons connue, qui était une morale relativement facile, celle des pionniers, celle des grands espaces. Il faut que la génération future des agronomes soit fière, comme la nôtre, d'être agronome, mais il faut qu'elle réinvente une espérance. C'est sa fonction. Et je dois dire qu'à chaque fois, et je conclue là-dessus, que j'ai vu des étudiants d'histoire
puisque je travaille avec quand même un certain nombre d'étudiants par-ci par-là, et je en vois de nombreux. Je vois dans les visages des étudiants, et souvent dans leur regard, des étincelles d'espérance que je ne trouve pas. Merci.